recréer une filière du gin en France. Tel est le pari réussi de Thomas Hurier, le fondateur de 1083. Il nous raconte aujourd'hui ce que cela implique en termes de management, avec les confrères, comme il appelle ses sous-traitants, et avec ses collaborateurs. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Bonjour Thomas. Bonjour Thibaut. Je suis ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi. Vous êtes le fondateur de 1083. Donc pour la petite histoire, 1083, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai découvert l'existence de 1083 grâce à une grève de ma radio d'information préférée qui, jour-là, était en grève. J'ai basculé sur une autre radio d'information et je suis tombé sur votre interview qui m'a passionné. Donc, parliez de votre livre, Remède en France, et de 1083. Alors, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'est 1083 et ce qui a amené à sa création? Ouais, merci pour ce podcast et pour l'invitation, avec plaisir. 1083, c'est une marque de jeans et de baskets que j'ai fondée en 2013 avec mon petit frère. Donc le projet et l'idée, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez dans l'Hexagone, c'est-à-dire entre Menton au sud-est et Port-Spoders, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de reconstruire cette filière. On a démarré en financement participatif en 2013 sur Ulule. On espérait vendre 100 jeans. Et puis, il y a finalement 1000 clients qui nous ont fait confiance. Donc, on a dû en produire 10 fois plus que prévu. Et depuis, on s'attelle à reconstruire une filière du jean qui n'existait plus à l'époque, avec des ateliers de confection, des tissages, des filatures, qu'on reconstruit avec l'aide de toute la filière textile qui renaît de ses cendres depuis quelques années. Ça fait bien plaisir. Oui, on entend beaucoup parler de cette filière du Made in France. D'ailleurs, votre livre s'appelle Remède en France. J'ai bien aimé le jeu de mots qui va avec. C'est un remède à beaucoup de choses, à l'emploi, à l'écologie, et plein de bons enseignements. Alors, 1083, c'est aussi une aventure humaine. Et vous dit, il faut reconstituer une filière, il faut réintégrer des compétences qui ont été perdues. Comment ça se passe et qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, c'est ça qu'il faut que je fasse? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a l'ennui professionnel qui m'a fait quitter l'informatique en 2007 pour ouvrir ma boutique de vêtements bio-équitables à Romans. Cette boutique, je l'ai développée en apprenant sur le tas et le métier de la mode et le métier du commerce. Elle m'a appris à aimer la mode, elle m'a appris à aimer le commerce, à rencontrer les gens, à comprendre leurs enjeux, leurs besoins. Et quand mes fournisseurs, donc des marques éthiques que je distribuais, ont fermé, je voyais bien que les idées que je portais étaient relativement universelles parce que ça n'intéresse personne de faire travailler des enfants ou de polluer la planète. Donc en fait, quand on est vraiment en responsabilité, on agit mieux. Et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment rapprocher les consommateurs des conditions et des lieux de fabrication de leur consommation et de choisir des vêtements qui plaisent à tous pour que ces idées universelles, les gens les sentent tellement près d'eux qu'ils ont envie de les porter. Donc, du coup, c'est pour ça que le jean, ce vêtement qui me passionne, que je patine, que j'use depuis 42 ans, en fait, je me suis dit que ça manquait bien à mon magasin éthique. C'était anormal que ces idées finalement assez universelles se retrouvent sur des vêtements un peu trop originaux. Oui, Je me suis dit, je vais les mettre sur un produit super universel, comme le jean. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. produit intemporel du jean, qui C'est ça, c'est effectivement, le jean. C'est ça qui est étonnant, c'est que le jean, c'est à la fois intemporel, et à la fois, c'est le vêtement le plus temporel qui soit, puisqu'en fait, on le voit s'user dans le temps. Donc, en même temps qu'il est, par exemple, mon t-shirt rouge, hmm, il est
il pourrait être à la mode ou pas selon les années, parce que le rouge, c'est pas une couleur qui est à la mode tout le temps. Mais ce rouge-là, il ne se patine pas, parce qu'un t-shirt, on ne supporte pas qu'il se délave. Un jean, c'est intemporel, le jean, c'est-à-dire que ça ne se démode pas. Pour autant, on voit sur lui les preuves du temps, puisqu'il se délave, il se patine, et on aime tellement qu'il se patine qu'on l'achète neuf, déjà délavé, donc déjà usé. Oui. Voire Donc, déjà troué pour certains. exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est passionnant le jean, c'est que c'est à la fois un produit intemporel et à la fois un produit qui porte sur lui le temps. Et donc, alors, comment ça se passe et comment on fait pour reconstituer une filière, un métier comme celui-là, et notamment en termes de constitution des équipes qui vous ont accompagné, que ce soit des partenaires, des collaborateurs, des salariés. Comment ça se passe et comment on embarque les gens dans une aventure comme ça? Alors déjà, avec Grégoire, mon frère, tout ce que l'on vit, on l'a découvert sur le tas. Tout ce qu'on vit, c'est nouveau. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas théorisé, qu'on n'a pas appris avant de vivre, mais qu'on a fait au fur et à mesure. La difficulté aussi d'une démarche de relocalisation, elle est la même que celle d'un start-upper ou d'un innovateur qui aurait créé un nouveau produit. C'est-à-dire qu'il faut créer à la fois les capacités de distribution et à la fois les capacités de production. Ces deux métiers si différents qui sont segmentés généralement en plusieurs entreprises, bah là, il faut tout savoir faire. D'accord. 99% des marques de mode, elles ne savent pas fabriquer des vêtements. Elles ne savent pas tisser le tissu qui sert à fabriquer les vêtements. Ouais. Euh, Ils sont et donc, leur job, fabriqués c'est en des agences Chine de ou com, ailleurs. exactement. Et donc, le job de ces marques de mode, c'est de vendre et de faire rêver sur les produits qu'elles font fabriquer. Nous, si on faisait que ça, si on faisait que chercher à vendre, ben, on n'aurait rien à vendre parce qu'en fait, la filière pour fabriquer n'existait plus. Donc, notre difficulté à nous a été de verticaliser notre entreprise et d'apprendre à tout faire simplement pour répondre aux besoins et aux commandes de nos clients. Donc, pour faire un jean, il y a 8 étapes de fabrication. La matière première, la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection, le délavage. Après toutes ces étapes, on a notre jean fini. Ensuite, il faut le vendre. Donc, soit sur Internet, soit au magasin. Et ces deux canaux de distribution demandent eux-mêmes des savoir-faire différents. Oui. Il y en a un plutôt des photos, des vidéos, du e-commerce, de l'informatique, du service client à distance par téléphone. Et il y a un autre métier de commerçant dans lequel il faut savoir accueillir, ranger, faire des belles vitrines, mettre en scène ses produits, euh, accompagner des clients pour l'essayage. Donc tout ça, ça fait quand même un paquet de savoir-faire différents à digérer euh, dans un moment où en plus on grandit. Donc voilà, on l'a fait petit à petit, un peu comme un enfant qui n'est pas capable, personne n'est capable d'apprendre à manger et à parler en même temps. Mhm. On apprend de manière séquentielle. Et ben nous, c'est ce qu'on vit depuis 10 ans. Et donc, séquence après séquence, on progresse sur le tissage, on progresse sur la confection, on progresse sur la coupe, on progresse sur le e-commerce, on progresse en magasin, on progresse en management. Voilà, tout se fait de manière itérative. Et le but, c'est que tous ces curseurs progressent de manière la plus homogène possible. Et justement, alors, c'est cette variété de compétences à internaliser, puisque l'objectif, c'est d'avoir vraiment une filière verticale et de pouvoir tout faire. Donc, il faut internaliser ces compétences. Comment ça se passe pour trouver les bonnes compétences, les bons partenaires, les bons collaborateurs, et comment se passe la vie d'équipe dans 1083? Alors sur cette verticalisation, déjà, c'est une verticalisation qui est en réseau. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir tout faire, mais on n'a pas besoin de tout faire. D'accord. C'est-à-dire qu'on a intégré tous les métiers, donc on est tisseur, on est coupeur, on est confectionneur, on est délaveur, on est e-commerçant, on est commerçant. Mais tous ces métiers-là, en même temps qu'on les fait nous, on les fait faire à des confrères, ce qui nous permet de ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Si on imaginait tout
tissé chez nous ou tout coupé chez nous et qu'il y avait un incendie dans cet atelier, alors les maillons, toutes les étapes en amont et celles en aval seraient pénalisées par cet accident en cours de production. Si par contre, la coupe ou le tissage ou chaque étape est réalisée dans plusieurs endroits, ben, ça permet de dérisquer cette production, puisque s'il y a un couac d'un côté, les confrères peuvent reprendre la charge. Et ça, c'est très D'accord. intéressant dans la relation autres, parce qu'en fait, on n'est pas le client de nos sous-traitants, on est le confrère. Et donc, les Mm. savoir-faire que l'on doit apprendre pour bien faire chacun de ces métiers-là, c'est pas juste nous qui partons d'une feuille blanche et qui les apprenons ou qui expérimentons. C'est nourri de nos échanges avec nos confrères qui nous apprennent des choses et à qui, à force, avec notre propre culture, d'essayer des choses et d'apprendre des choses, finalement, ben, on partage. Et nous aussi, on apprend des choses aujourd'hui à nos confrères. Et donc, cette coopération un peu systémique chez nous, elle devient en quelque sorte notre culture d'entreprise. Et c'est une culture où, du coup, ben, chacun a une vraie place. Toutes les parties prenantes de l'entreprise sont considérées, ont quelque chose à donner à l'entreprise, que ce soit nos couturières, nos vendeurs, mais aussi nos banquiers, nos clients. Tout le monde, en fait, fait sa part de 1083. Vous, avec ce podcast, ben, il y Mm. a peut-être des gens qui vont nous découvrir grâce à vous. Voilà, en fait, c'est vraiment itératif et collectif. Et quand on met dans cette marmite tout le monde, eh ben, on voit que le plus beau levier d'engagement et d'apprentissage qu'on puisse s'offrir les uns aux autres, c'est ces relations, c'est l'interconnexion entre nous. Et donc, je dirais que le premier euh, facteur d'apprentissage chez nous, c'est c'est notre projet commun. C'est ça notre secret, c'est notre objectif qu'on partage ensemble. Euh, Reconstruire une filière du jean en France. D'accord. Et quand on a un but commun, de la confiance et des compétences complémentaires et de la communication entre tous, et ben, tout le monde grandit, tout le monde apprend. Et donc l'équipe 1083, c'est une équipe élargie avec donc ce réseau de sous-traitants qui sont aussi des confrères et des partenaires. Et vos collaborateurs en interne à 1083, ça représente combien de personnes à peu près aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc on vend à peu près 50 000 jeans par an, ce qui est énorme par rapport à nos débuts. On espère en vendre Oui. 100, donc 500, c'est quand même costaud. Mais c'est rien du tout à l'échelle du marché français, puisque nous tous Français, nous achetons à peu près un jean par an et par personne, ça fait 67 millions de jeans. Donc 50 000 sur 67 millions, c'est pas grand-chose. Mais ces 50 000 jeans que vous achetez représentent déjà 250 emplois en France, dont 105 emplois directs dans notre entreprise, dans nos ateliers. Et donc dans ces ateliers, dans ces entreprises, nous sommes ourdisseurs, nous sommes tisseurs, nous sommes coupeurs, nous sommes couturiers, couturières, nous sommes délaveurs, nous sommes vendeurs, nous sommes comptables, nous sommes marketeurs. Toutes ces compétences-là, ben, en fait, elles vivent leur propre apprentissage ben, au fur et à mesure que chacun monte en compétences, avec un cap vraiment défini qui fait le nom de notre marque, c'est cette promesse de fabriquer en France, et ben, une réalité qui est humaine. 1083, c'est une marque très engagée, très investie, mais c'est pas une marque bisounours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que on veut tout faire le mieux possible qu'on est bon partout. Et donc, on apprend à bien communiquer, on apprend à bien partager l'info avec nos équipes, on apprend à faire des choix les plus collectifs possibles. Euh, et c'est un point important, ça, parce que quand on est une marque engagée, c'est un peu comme quand on est un fruit ou un légume bio. Euh, les gens attendent d'un légume bio qu'il soit forcément fait en France et qu'il soit forcément bon. Alors qu'un légume bio, il a le droit de ne pas être bio, de ne pas venir de France. Mais en Oui. fait, à partir du moment où on voit qu'il est bio, on devient beaucoup plus vigilant sur son lieu de provenance et sur son goût que quand il n'y a pas la promesse du bio, en quelque sorte. Ben, nous, on Alors vit un même peu la même sur, chose. sur le bio, parfois, on voit des choses qui sont des barres chocolatées très caloriques, mais comme c'est du bio, on s'attend à ce que ce soit presque bon pour la santé, quoi. Exactement. Et donc, en fait, on a un niveau d'exigence qui, en fait, c'est logique, mais quelque part, c'est injuste de n'avoir ce niveau d'exigence que pour le bio.
tout à fait. Et en fait, nous, il y a une forme, à un moment, on avait certaines personnes qui entraient dans l'entreprise qui avaient une vision idéalisée de 1083, en pensant rentrer dans une entreprise où jamais ils ne connaîtraient un désaccord, une maladresse ou une différence de sensibilité. Ça nous rendrait presque inhumains Oui. d'imaginer que on serait pile comme un collaborateur souhaiterait qu'on soit. Ça n'existe pas. Donc on a eu à apprendre aussi à euh, humaniser la perception que les gens pouvaient avoir de l'entreprise, Mhm. pour surtout pas qu'on soit idéalisé et que on bosse nos points d'amélioration, qu'ils soient en termes d'éthique, de relocalisation, de matières premières et de management. Et donc, en termes de management, si vous deviez définir quel mode de management finalement vous avez adopté, est-ce que c'est une organisation assez traditionnelle et verticale ou c'est plutôt quelque chose plutôt en mode autonome avec beaucoup de choses collaboratives? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors moi, je crois ni au management vertical ni au management horizontal. D'accord. Pour moi, ce sont deux visions excessives. Mhm. Et une entreprise, c'est comme un enfant. On n'a pas la même relation et le même rôle à 2 mois qu'à 18 ans. Et donc, imaginez que toute la vie, il faille se comporter avec son entreprise comme avec un enfant de 2 ans ou comme avec un enfant de 18 ans, ça ne marche pas. Parce que si vous Oui. parlez comme un bébé à votre enfant de 18 ans ou comme un adulte à un enfant de 2 mois, bah, en fait, ce n'est pas le bon registre. Donc oui, moi je compare beaucoup le management à la parentalité. C'est-à-dire qu'on son entreprise, elle a des besoins différents au fur et à mesure de sa vie, Mhm. exactement comme un être humain. Et notamment un enfant, on ne l'éduque pas de la même manière, on ne le fait pas grandir de la même manière, on ne lui parle pas de la même manière à 2 mois et à 18 ans. Sinon, c'est pas efficace, c'est pas compris. Et ben, je considère qu'en entreprise, c'est pareil. Une entreprise et une communauté qui base dans une entreprise, et même les individus à l'intérieur de la communauté d'une entreprise, n'ont pas forcément les mêmes besoins, ils n'ont pas forcément les mêmes zones de confort et d'inconfort. Du coup, ben, quand on est deux avec son petit frère et qu'on embauche une personne, ça fait tout de suite 33% de l'effectif qui est nouveau. Oui. Et donc, ça ne fait pas la même chose, ça ne produit pas le même effet. On embauche une nouvelle personne et qu'on est 100. Mhm. Où là, ça fait 1% de l'effectif qui change. Et donc, nous, on croit beaucoup à cette évolution du management, de la gouvernance, de l'accompagnement, tant d'un point de vue de notre histoire et du nombre de personnes que l'on est au fur et à mesure, que du point de vue de la culture du territoire sur lequel on est, que de la culture du métier que l'on exerce à cet endroit. Par exemple, on n'a pas la même culture d'entreprise dans notre atelier dans les Vosges et ici à Romans, dans nos Mhm. bureaux et dans nos magasins. Parce que ce n'est pas nous des mêmes personnes et des mêmes histoires, tout simplement. Et ça change évidemment aussi en fonction des individus. Au bureau, il y a des personnes qui préfèrent être très autonomes et d'autres qui se sentent perdus si il n'y a pas quelqu'un auprès d'eux, leur manager, pour les Mhm. guider. Et c'est pas bien ou mal en fait. Parce qu'en fait, si on n'était qu'une entreprise d'entrepreneurs, bah, ce serait un carnage en fait. On ferait que Oui. développer, on considérait rien. Et à l'inverse, si on n'était qu'avec des personnes très rigoureuses, très organisées, bah, en fait, on ne dépasserait jamais le cadre, on ne développerait donc jamais suffisamment par rapport au projet d'entreprise. Donc c'est pour ça que cet équilibre, et en fait cette diversité de tempérament, d'âge, de sexe, de culture et aussi de sensibilité professionnelle et donc de management, pour nous, c'est vraiment la clé d'une équipe forte. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça m'amène à deux réflexions. J'avais quelques mois à votre place une entrepreneuse qui me parlait de la maturité de son entreprise. C'est une entreprise qui a 40 ans maintenant et qui disait ben, c'est un moment où on doit refonder toutes les valeurs parce qu'il y a aussi cette notion que les fondateurs ne vont plus être là, que donc tout change effectivement d'entreprise. Alors c'est une entreprise beaucoup plus petite, c'est un bureau d'études, ils sont qu'une vingtaine. Mais malgré tout, au bout de 40 ans, on s'est rendu compte que beaucoup de choses avaient évolué, qu'elle avait besoin de refaire presque une refondation complète
pour pouvoir envisager l'avenir avec des nouvelles équipes, avec des départs notamment d'anciens, etc. Et par rapport au fait que, quand vous annoncez, quand vous indiquez que vous trouvez que c'est un peu comme quand on parle à un enfant, l'entreprise évolue et les collaborations évoluent. Je crois assez aussi, en management, on dit beaucoup que la relation à l'autorité que chacun a se construit ouais, quelque part dans la petite enfance, pardon, dans la relation qu'on construit avec ses propres parents et qu'on reproduit aussi un petit peu ces schémas parfois dans les relations managériales qu'on peut avoir. Soit parce que on a une assimilation de l'entreprise à la mère, du manager au père. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on dit souvent en management. Je ne sais pas si ça se vérifie aussi chez vous. Ce qui est intéressant de voir, c'est la diversité dont vous parlez aussi en fonction des lieux d'implantation et des activités qui sont réalisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas entre les équipes plutôt de fabrication technique et les commerciaux ou la comptabilité, quand vous le dites, ça paraît assez évident de dire que c'est pas la même culture, c'est pas forcément les mêmes modes de fonctionnement, mais souvent on se rend compte dans les entreprises qu'on a tendance à vouloir calquer de manière un peu monolithique une culture, des valeurs qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Donc c'est très intéressant de voir Exactement. enfin, d'entendre. Ouais. Et nous en fait, on compare vraiment notre vision à la nature, qui nous paraît être l'industrie la plus remarquable. Et D'accord. quand on compare la nature, quand on compare notre industrie à la nature, on s'intéresse aux facteurs clés qui font le succès de la nature. Sa capacité à créer, à produire la vie, quoi qu'il se passe dans le monde, c'est quand même incroyable. La résilience, la créativité, la productivité de la nature est incroyable et bien supérieure aux meilleures des industries humaines. Et quand on regarde ce qui fait les facteurs clés de succès de la nature, il y a le fait de créer et produire inlassablement, il y a le fait que la nature, elle part toujours du terrain, qu'elle s'interconnecte, qu'elle est circulaire, qu'elle sait se limiter et qu'elle cultive la diversité. Mhm. Et cette diversité, euh, je rejoins tout à fait ce que vous disiez là par rapport au témoignage des entrepreneurs que vous avez reçus. Euh, mais oui, la diversité, en fait, c'est hyper important parce que c'est le meilleur moyen d'être mature. Quand on a des équilibres d'âge, des équilibres de sexe, d'histoire, de territoire, ben en fait, on développe une capacité rationnelle et émotionnelle hyper riche. euh, et ça, faut le construire. Et c'est d'ailleurs euh, ce que vous disiez me faisait penser à l'inverse de ce que j'ai vécu, mais qui revient au même. C'est que, ben, semble-t-il, il y avait une forme d'homogénéité de la situation avec du personnel qui allait partir, des fondateurs qui allaient partir. Et donc, ça allait quelque part déstabiliser la suite. Donc, il fallait la préparer, en quelque sorte. Et Mhm. nous, l'homogénéité qui nous a fait souffrir, en quelque sorte, c'est d'être tous des débutants et des jeunes et d'être tous dans notre premier boulot, en quelque sorte. Oui. Parce que du coup, on n'était pas préparé à plein de choses. Alors, ce qui était professionnel et rationnel, on l'a appris parce qu'on essaie de réfléchir à faire des choix bons. Mais émotionnellement, quand un groupe est sensible de la même manière, de manière homogène, c'est assez terrible. Puisque du coup, un grain de sable vous fait tous raisonner les uns avec les autres et transforme le grain de sable en montagne émotionnelle. Mhm. Alors, si on est différent, s'il y en a qui ont de la bouteille, s'il y a des hommes, des femmes, des gens qui en ont vu d'autres, etc., en fait, les personnes expérimentées aident le nouveau ou le jeune à voir le grain de sable comme un grain de sable et pas comme une montagne. Oui. Et ça, il n'y a que la diversité qui peut offrir ce recul partagé les uns aux autres. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites. Je parlais avec un autre entrepreneur aussi du rôle des émotions dans les relations managériales, qui est un mot qui a souvent été banni de l'entreprise. On disait en entreprise, il n'y a pas d'émotion, on ne doit pas manifester ses émotions, etc. Je pense que c'est fondamentalement une erreur parce qu'on n'est pas une personne différente le matin au petit déjeuner et quand on arrive à l'entreprise, on arrive avec son bagage, on arrive avec ses émotions. Et c'est intéressant de voir aussi que vous l'avez intégré dans la manière d'approcher les choses.
et de cette diversité, vous la recherchez aussi dans la manière de réagir émotionnellement aux situations de crise, aux situations de tension, aux situations même parfois positives. Hein. On peut s'emballer très rapidement sur des choses, et puis il y a des anciens qui vont dire, attends, on va pas s'emballer. Voilà. C'est important, effectivement, aussi d'intégrer ce facteur-là. Très intéressant, merci. Alors, compte tenu de tout ce parcours, compte tenu de ce que vous avez là maintenant emmagasiné comme expérience avec cette aventure entrepreneuriale et qui même va au-delà du pur entrepreneuriat, c'est une aventure humaine. J'ai compris aussi que c'était un projet de vie pour vous. S'il y a quelque chose, un enseignement que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs, un peu en conclusion, soit que ce soit des gens qui se posent la question la question du sens dans leur activité, que ce soit des gens qui se lancent dans une nouvelle activité, qui vont être en position eux-mêmes de créer des équipes ou d'en encadrer. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que vous aimeriez vraiment partager comme enseignement que vous avez tiré, vous? Alors, un truc qui m'anime profondément, mais je sais pas si c'est en rapport direct avec, enfin, si, forcément un petit peu. Mais moi, euh, je trouve très important d'écouter tout le monde, c'est-à-dire de tirer au maximum profit de ce qu'on peut apprendre, capter des autres, mais aussi de savoir s'écouter soi et d'écouter personne, parce que parfois, par rapport à ses émotions, par rapport à ses intuitions, et ben en fait, il y a des chemins interdits ou il y a des chemins inconnus euh, qui peuvent être pleins de richesse, pleins de sens. Et, euh, et donc, la solution, elle est ni dans l'anarchie, ni dans le fait de faire des choses très scolaires. Elle est, je crois, de savoir euh, sillonner un peu Oui. tout le terrain de jeu pour faire les meilleurs choix possibles en fonction des situations. Et pour cultiver ça, j'ai rien trouvé de mieux que d'entretenir le fait d'écouter tout le monde et en même temps d'écouter personne. Et écouter, mais pas forcément pour prendre en compte, mais savoir ce que les gens se disent, et en même temps écouter ce que soi on ressent profondément. Exactement. Si je devais le Écouter tout le reformuler monde. un petit peu tel que je le comprends. Ouais, c'est ça, c'est écouter tout le monde et puis à la fin, s'écouter soi et faire son choix libre, fort de ce qu'on a appris, ce qu'on nous a dit, et fort de ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Donc, je Avec rappelle, hein, vous êtes le fondateur de cette très belle entreprise 1083. Je suis un fan inconditionnel. Voilà. Je porte le jean 1083, le t-shirt 1083, les baskets 1083. Voilà. Merci beaucoup Merci à vous de faire partie de l'équipe et puis au plaisir. à très bientôt, j'espère. À bientôt. Thomas a cité quelques principes clés. La relation avec ses confrères, comme il appelle ses sous-traitants, dans la chaîne de sous-traitance, le fait de dérisquer sa production, d'avoir une coopération systémique, d'adapter ses modes de fonctionnement et de management aux différentes cultures et en fonction aussi des aspirations de chacun. Ces principes fondent quelque part tout bon projet d'entreprise. Et tout projet en entreprise également. Allez donc découvrir cette très très belle marque de vêtements éthiques et made in France. Vous pouvez également découvrir pour le sujet entrepreneurial l'entreprise en mode projet avec sa feuille de route pour mener vos projets en entreprise sur www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'autorité en management. À bientôt sur vos projets et sur Scène de Management.